Bonjour à tous, Jérôme Lapointe, comme mon collègue Michel l'a dit, directeur des services forestiers. Aujourd'hui, ça va être une conférence dans le volet services forestiers, services acéricoles de l'association. J'ai choisi de vous faire une présentation non classique, c'est-à-dire, vous allez voir, c'est des vidéos concrètes qu'on a prises chez des propriétaires, là, autant en Estrie qu'en Beauce, avec des exemples concrets, donc de l'aménagement qui pourrait se faire là, sur votre lot, si vous en avez un, ou votre érablière nécessairement. Donc, juste par curiosité, en levant la main, qui possède un lot ou connaît quelqu'un qui a un lot dans l'auditoire? OK, c'est bon. Merci. Petite parenthèse, si vous voulez un autographe, il y a un acteur dans la salle qui va peut-être apparaître dans l'un des vidéos. Donc, je vous donne fin de la parenthèse. OK, on débute ça. Donc, premier exemple concret que j'ai choisi, construction de chemin. Construction de chemin, on est à la Guadeloupe, pas très loin du centre-ville, chez un de nos clients. J'ai choisi construction de chemin parce que c'est le premier élément essentiel à avoir sur une propriété, nécessairement quand on désire faire de l'aménagement forestier sur le lot. Plusieurs clients viennent à l'association, se disent « Bon, j'aimerais bûcher, j'aimerais faire l'aménagement. » Puis, des fois, on ne pense pas de poser la question, on se présente chez le client. Pas de chemin sur le lot. Nécessairement, si on veut faire de l'aménagement, si on veut aller faire de la récolte forestière, il faut avoir un chemin accessible pour permettre là, de sortir le bois du boisé en question. Okay, ça va switcher là. Donc, ça débute. Quand on va chez un client pour aller faire la construction de chemin, nécessairement, ça commence par la planification de travaux. Pourquoi vous voudriez faire affaire avec un conseiller? Bien, on est d'abord là pour vous aider à localiser le chemin en question. Ça peut paraître simple, mais localiser un chemin, c'est drôlement important parce que, dans le fond, ça vient jouer sur l'aspect coût, nécessairement du chemin. Donc, il y a différents paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Première chose, est-ce qu'on est bien localisé? C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien chez le propriétaire? Vous savez, les lignes de l'eau, lignes de cadastre, des fois, sont parfois pas claires. Donc, c'est le premier aspect qu'on vient vérifier. Après ça, on a différents outils là, comme conseiller qu'on a accès au niveau de la topographie. C'est-à-dire, on va conseiller le propriétaire pour dire, bien, monsieur, madame, passez votre chemin à tel endroit au lieu d'un autre. Question de topographie. Tous les aspects au niveau des cours d'eau, les milieux humides, le type de sol, ce sont des paramètres qui vont faire en sorte que ça va faire varier le coût du chemin en question. Puis lorsqu'on fait la planification, nécessairement, ben, on va conseiller le propriétaire à savoir, bon, ben, ça va être quoi la largeur de l'emprise qu'on conseille de faire, c'est quoi la largeur de la chaussée, le fossé de chemin, comment il faut le faire. Vous voyez carrément un exemple concret qu'on a réalisé cet été, puis qu'on a suivi, c'est juste, il me semble, c'est dans la semaine de la construction. Pour les yeux aguerris, vous allez pouvoir voir que lors du vidéo, l'entrepreneur qui avait été engagé est en train de creuser, on le voit actuellement, un drainage, c'est-à-dire pour poser un ponceau de drainage. Ponceau de drainage, pourquoi? Bien, lorsqu'on a des pentes, il faut venir positionner ce ponceau-là. Nous, comme conseiller, justement, on va venir vous conseiller, vous dire, bien là, nous, en fonction de la topographie qu'on voit, on vous conseille de mettre votre ponceau à tel endroit. Tout ça est fait en sorte pour éviter l'érosion, la sédimentation, puis lorsqu'il y a un cours d'eau, bien, éviter que tout ce qui est sédiment se ramasse dans le cours d'eau. Fait que là je fais apparaître quelques mots, exécution de travaux, supervision. Pourquoi je fais apparaître ça? C'est que si vous faites affaire avec un conseiller forestier, vous ne vous engagez pas pour la supervision, bien, ça va être drôlement important de suivre l'entrepreneur si
vous ne savez pas d'où il vient, si vous ne connaissez pas, c'est parce qu'il y a plein d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Quand on parle de construction de chemin, dépendant si vous avez du bon matériel ou pas sur le lot, des fois, il faut faire venir des voyages, soit de tuf ou de gravel, là, tout dépendant du choix que vous faites. Fait que c'est un aspect qui vient jouer sur l'aspect coût. Donc, c'est important de faire la supervision là, lors des opérations. Autre élément important, le fait de faire affaire avec un conseiller forestier lors de la construction de chemin, ça vous donne accès au programme de crédit des taxes foncières pour producteurs forestiers. Donc, si vous avez un plan d'aménagement forestier, vous appelez votre conseiller. Oui, juste un instant. Là, c'est ça, on va planifier votre travail. On va aller faire le suivi après ça pour voir si tout était correct. Puis ça donne accès à un crédit taxe applicable à votre rapport d'impôt, qui est quand même assez important. Donc, c'est drôlement intéressant de faire affaire avec un conseiller à ce moment-là. Oui, question? Oui. 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 J'en ai parlé en introduction. Au niveau de la localisation, c'est le premier aspect. Oui. La dame demandait, est-ce que lorsqu'on rencontre des milieux humides, est-ce qu'on en tient compte comme conseiller ou est-ce qu'on fait les demandes en conséquence si jamais on a à passer le chemin là, sur le milieu en question? Première chose qu'on fait, c'est sûr qu'on va vous conseiller si c'est possible de le faire, de passer le chemin ailleurs que sur le milieu humide. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, le type de terrain n'est pas propice à passer un chemin. Puis souvent, il faut emmener beaucoup de matériel pour permettre d'avoir un chemin dur qu'on appelle, là. Donc, c'est sûr que c'est la première chose qu'on va faire. Si on n'a pas le choix de passer là, il y a un nouveau règlement au niveau des milieux humides et hydriques qu'on doit tenir compte comme conseiller, puis vous aussi comme propriétaire. Puis cela doit être en force depuis 2 ans. Nous, on en tient compte comme conseiller là-dedans. Ça dépend du type de milieu. C'est milieu humide ouvert ou milieu humide boisé. En milieu humide boisé, je vous dirais, il n'y a pas tellement de restrictions au niveau de la réglementation. Ce qu'on va faire apparaître à ce qu'on appelle la prescription sylvicole, donc le document qu'on vous remet là, pour vous dire, le chemin passe à tel endroit, tout ça. On va venir spécifier c'est quoi vous devez respecter comme largeur de chaussée, largeur d'emprise pour respecter le fameux règlement sur les milieux humides. Si on rencontre un milieu humide ouvert, effectivement, là, il y a des aspects qui rentrent en ligne de compte, pas plus que tant de mètres de long pour passer le chemin, etc. Puis ça peut arriver qu'il faut demander une autorisation, un CA au ministère de l'Environnement. Pour être bien honnête, on essaie de l'éviter du mieux qu'on peut, dans le sens que c'est des demandes qui demandent beaucoup de sous puis des gros délais. Donc oui, à ce moment-là, le conseiller peut vous accompagner là-dedans là, au niveau des demandes des permis. L'aspect réglementaire, il rentre en ligne de compte aussi au niveau, il peut rentrer au niveau municipal ou au niveau de la MRC. Je ne sais pas si vous savez, mais l'association s'occupe dans 64 municipalités au niveau de la Beauce, Chemin, Bellechasse, puis Granit. Fait que tout dépendant où est situé le lot, c'est possible qu'il faut demander un permis municipal ou au niveau de la MRC. Mais on va vous le dire s'il en faut un ou pas. Là. Puis s'il en faut un, on vous remplit le document en question à envoyer, etc., pour obtenir les permis. Est-ce que ça répond à la question? J'en profiterai pour vous demander est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau des chemins. Je n'en ai pas parlé. Au niveau des coûts, on se fait souvent poser la question quand je me planifie un chemin, comment ça peut coûter? La réponse est difficile à répondre directement, dans le sens qu'un lot, là, ça va dépendre c'est quoi la longueur, c'est quoi la largeur, c'est quoi le type de matériel que vous avez sur votre lot. Tout ça fait varier le coût. Mais je vous dirais, là, c'est entre 6 à 10 000 $ du kilomètre de façon générale, les coûts que j'observe au niveau de la construction de chemin. Puis, nécessairement, de faire affaire avec un entrepreneur qui est habitué, là, c'est aidant au niveau des coûts là, à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau construction de chemin? Ça va?
Je passerai au deuxième exemple. Donc, deuxième exemple que j'ai choisi, c'est l'entretien de plantation. Comme vous le savez, lorsque votre conseiller ou vous pratiquez la coupe totale, bien, ça peut arriver qu'il n'y ait pas suffisamment de régénération naturelle là, suivant l'intervention. Fait qu'à ce moment-là, votre conseiller va vous conseiller justement de faire du reboisement. Reboisement, ça peut être dans différentes essences au niveau résineuse. Puis ces plantations-là vont pousser pendant quelques années, puis à l'année 2, comme conseiller, on doit se faire un suivi à savoir est-ce que la plantation est libre de croître. Donc, s'il n'est pas libre de croître, c'est-à-dire que s'il y a de la compétition qui s'installe, les plants ne sont pas suffisamment libres, bien là, on va prescrire ce qu'on appelle un dégagement de plantation. C'est ce qu'on va voir. Donc, l'entretien de plantation qui a été choisi a été réalisé à Saint-Joseph-de-Beauce. Je vais juste faire avancer la vidéo un peu. Donc, vous pouvez voir vraiment, c'est marquant la différence qu'il peut y avoir là, avant et après. On a fait exprès là, au niveau des images qu'on a prises. L'entretien de plantation, je dirais pourquoi c'est fait, bonne parenthèse, ici au Québec, c'est fait en entretien mécanique avec une débroussailleuse. Pourquoi on fait, en fond, l'entretien de plantation? Bien, c'est vraiment pour venir dégager les tiges d'avenir. J'ai consulté quelques études à ce niveau-là, puis au niveau des rendements, ils ont comparé une plantation pas dégagée à 14 ans versus une plantation qui avait eu 2 dégagements de plantation, comme on peut le faire là, ici en Beauce. Je dirais, là, grosso modo, ça double à peu près le rendement en termes de volume. Déjà à 14 ans, le fait d'avoir pratiqué le dégagement de plantation. Donc, c'est drôlement important comme opération de le faire lorsque vous avez une plantation sur votre lot. Si ce n'est pas nous, votre conseiller, demandez à votre conseiller d'aller faire un suivi parce que c'est vraiment, c'est ça donne toute une différence au niveau du taux de survie et du taux de croissance là, des essences qui ont été plantées. Comme vous pouvez voir dans ces images, bien là, il y a des endroits qui ont été, entre guillemets, laissés. C'est les andins, la préparation mécanique qui avait été faite là, avant l'opération de reboisement. Ici, sur les images, on voit justement le résultat là, avant dégagement. Donc, juste avoir les images, là, ça vaut 1000 mots. C'était vraiment à faire, à réaliser. Puis ça aussi, là, ça avait été filmé au courant du mois de juillet, si je ne me trompe pas. Comme conseiller, les services qu'on vous rend à ce niveau-là, bien, on fait un suivi à l'année 2, à l'année 5. Nécessairement, on s'occupe de la planification de travaux. C'est quoi la planification? C'est que ça peut arriver que dans certains endroits, c'est pas à faire là, comme dégagement. Fait que nécessairement, on ne fait pas exprès pour ramasser des superficies qui ne sont pas à faire parce que, comme vous en doutez, ça engendre des coûts. Donc, on s'assure de faire un inventaire suffisant là, pour aller cibler les bonnes superficies. Là, ce que vous pouvez voir actuellement, c'est vraiment des zones qui viennent d'être faites au niveau du dégagement de plantation. Puis, concrètement, au niveau de l'exécution des travaux, là, à quoi ça peut ressembler. Ouais, au niveau du soutien financier, le fait de faire affaire avec un conseiller, ça vous donne accès au programme de mise en valeur des forêts privées qu'on appelle. Donc, c'est un programme de subvention. Ça vient payer en grosse partie là, le coût d'exécution des travaux. Tout dépendant de l'approche du conseiller, ça peut arriver qu'il y ait un certain frais, mais généralement, c'est très minime comme frais qui est chargé. Fait que c'est supporté par de l'aide financière. Sinon, c'est accessible aussi dans le programme de crédit des taxes foncières, là, comme au niveau de cette opération-là. Je ne sais pas s'il y avait des questions au niveau de l'entretien de plantation. Oui? Non, c'est que souvent, la compétition qui va s'installer, effectivement, est feuillue. C'est-à-dire que c'est souvent, comme par exemple, la framboise qui va s'installer. Parce que la framboise est très agressive en pleine lumière.
souvent, c'est qu'elle va germiner vraiment beaucoup. Puis elle attend juste, dans le fond, que la lumière arrive, ce qui a été le cas là, dans le cas d'une coupe totale. Fait que là, elle va venir s'installer très fortement, puis venir compétitionner là, la plantation en tant que telle. Oui. Justement, mon acteur pourrait vous en parler tantôt. Oui, il y a des essais qu'on est en train d'en faire actuellement. On a fait je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, là, on a fait un projet à Saint-Frédéric récemment. Puis oui, on en fait de la plantation feuillue. Je ne vous cacherai pas que ça demande plus d'investissement au niveau du propriétaire, puis aussi au niveau du conseiller en termes d'étapes à faire. Puis ce qu'on va promouvoir, nous, comme conseillers, c'est beaucoup de plantations sous couvert qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir eu une opération de coupe partielle. Puis là, il y a certains trous qui se font dans le peuplement forestier. On peut aller reboiser à ce moment-là en feuillu. Pourquoi on cherche à faire ça? C'est parce que le feuillu, de façon générale, il s'installe à l'ombre. Donc, on essaie de reproduire ce que la nature fait, finalement. Fait que oui, on est à ce niveau-là. Si vous le désirez, là, après les conférences, je pourrais vous donner plus d'informations sur ce sujet-là. Oui. Oui. C'est à l'année 2 qu'on l'avait fait. Le suivi, que souvent notre entretien se fait à l'année 3. Fait qu'on fait un suivi à l'année 2, à l'année 5. De façon générale, je dirais là, pas mal 80% des superficies qui sont plantées exigent 2 entretiens de plantation. Ça dépend souvent de la richesse du sol, du drainage, qui va faire en sorte que la composition va s'installer ou pas là, dans une superficie qui a été reboisée. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau-là? Ça va? Je vais y aller avec mon 3e exemple. OK. 3e exemple que je vais vous montrer, c'est la coupe partielle, l'éclaircie commerciale mécanisée, donc avec la machinerie forestière. L'exemple que je vais vous montrer, c'est avec notre service récolte. Donc, à ce moment-là, le client il avait choisi de faire affaire avec nous pour tout au complet. Là, on s'occupe de la planification des travaux, d'engager l'entrepreneur, la supervision, le paiement, le transport des bois, etc. Fait que j'ai un peu fait exprès de vous montrer un exemple de coupe partielle parce que plusieurs propriétaires ils ont la crainte, dans le fond, d'avoir de la machinerie sur leur lot. Fait que je vous montrais un exemple de à quoi ça peut ressembler. Donc, dans le cas présent, on est à East Broughton, pas très loin de Saint-Frédéric. Les opérations ont lieu fin juin, début juillet. Je vais avancer la vidéo un petit peu. Fait que dans le cas présent, c'était dans une éclaircie de plantation épinette blanche. Dans la plupart des cas, je dirais la première éclaircie commerciale se pratique là où la plantation a atteint 25 à 30 ans environ. Ça peut se faire aussi dans un peuplement naturel. Pourquoi vous pensez qu'on doit pratiquer une coupe partielle, une éclaircie? Selon vous, là, c'est quoi que ça donne de faire ça? Y a-t-il quelqu'un qui se lance? Oui? Oui. Oui. Oui, c'est une bonne piste. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer? Quelqu'un d'autre? Oui. Hein? Non, ça complète l'information de madame, oui. Fait que c'est ça, l'éclaircie plantation, c'est pour accélérer l'accroissement des tiges d'avenir puis améliorer la qualité du peuplement. On pourrait dire, ben là, on ne fait pas d'éclaircie, puis go, on y va avec ça. Je dirais, de façon générale,
c'est un peu la même approche que le dégagement de plantation. Au niveau de l'éclaircie commerciale, il y a deux éclaircies qui peuvent être pratiquées avant une coupe finale. L'idée, c'est d'avoir, on est plus en mode production de bois, d'avoir des tiges de plus gros diamètre. C'est qu'en fin de compte, l'accroissement va se faire, mais sur moins de tiges, parce que les tiges ont été éclaircies. On leur laisse l'espace au niveau de la cime verte pour croître suffisamment, puis avoir plus de bois, de sciage dans le futur, de plus gros diamètre. Donc, nécessairement, lorsque la coupe finale va se faire, bien, les revenus vont être beaucoup plus au rendez-vous, puis le rendement à l'hectare va être beaucoup plus important en faisant l'éclaircie commerciale. On regarde différents paramètres là, pour être capable de pratiquer une éclaircie commerciale. Ça ne se fait pas n'importe comment, puis à n'importe quel âge. Surtout ce qu'on va regarder comme conseiller, c'est-à-dire justement le pourcentage de cime verte. Parce que si je n'ai pas suffisamment de cime verte, je n'aurai pas de réaction, en fin de compte, au niveau de mon éclaircie, parce que c'est là où la photosynthèse se fait. Donc, on va regarder ça. Puis, au niveau des opérations mécanisées, comme vous pouvez voir là, bien, ce que le conseiller va faire, c'est qu'il va s'occuper d'abord de la planification de travaux. Donc, aller cerner le secteur à faire, aller exclure les superficies. Par exemple, si on a des milieux humides, on va pouvoir les exclure. Est-ce que la superficie est à faire en termes d'éclaircie de plantation? Est-ce qu'il y a des milieux sensibles ou pas? Donc, tout ça va être rentré en ligne de compte. Puis, après ça, l'aspect réglementaire aussi rentre en ligne de compte. S'il y a des règlements à respecter ou quoi que ce soit, par exemple, une bande de protection de cours d'eau, bien là, le conseiller va vous dire quoi faire. Puis, est-ce qu'il y a une traverse temporaire à faire? Est-ce qu'il y a une traverse à mettre? Est-ce qu'il y a une bande à laisser là, au niveau du cours d'eau, ces choses-là? Fait que ça, c'est tenu en compte aussi par le conseiller. Donc là, vous pouvez voir vraiment concrètement comment l'éclaircie se fait actuellement sur la vidéo. Vous pouvez voir que c'est pas terrible ce qui se passe là. Les directives qui sont données aussi par le conseiller à l'entrepreneur sont importantes. C'est-à-dire que, comme vous avez pu voir, lors des opérations, l'entrepreneur, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller mettre ses branches dans les sentiers de débardage, de débuscage qu'on appelle, pour justement venir protéger les sols et éviter les traces de machines, finalement. Lors de la supervision, ce que le conseiller va faire, c'est qu'il va s'assurer que les arbres qu'on conserve sur le parterre de coupe, ne sont pas blessés par la machinerie. Parce que nécessairement, s'il y a des blessures qui sont faites, bien là, le potentiel de croissance, c'est que l'arbre, il va mettre toute son énergie à guérir sa blessure, un peu comme nous, là, quand on a une blessure qu'on va aller se taper un marathon, bien, le marathon ne sera pas fameux. Là. Fait que c'est un peu la même approche là, qu'on fait. Il y a un pourcentage de sentiers aussi à respecter. Puis, au niveau du façonnage des bois, là, c'est aussi là, suivi au niveau du conseiller. Fait que c'est ce qu'on peut s'occuper comme conseiller. L'éclaircie de plantation est aussi admissible au niveau des programmes d'aide à la mise en valeur des forêts privées, programme de crédit des taxes foncières, tout dépendant du besoin du propriétaire, puis de l'approche aussi au niveau du conseiller. Fait qu'il y a de l'aide financière pour payer une partie de l'exécution des travaux. On se fait souvent poser comme question, comme conseiller nécessairement, comment ça coûte faire une éclaircie. Encore une fois, est-ce que votre maison, vous voulez la petite ou la grosse? C'est un peu la même approche là, au niveau de l'éclaircie, au niveau des coûts. En fin de compte, ce que j'essaie de vous dire, c'est est-ce que la superficie, ça va être combien? C'est quoi l'âge de la plantation? Est-ce que vous avez un chemin d'accessible ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres opérations qui sont faites en bordure ou pas? Tout ça va faire varier le coût de l'éclaircie en tant que tel là, pour payer l'entrepreneur forestier là, qui fait l'intervention. Puis nécessairement, bien, le marché du bois, il est à combien? Là, tout ça va faire varier le coût de l'opération. Fait que je ne sais pas s'il y avait des questions au niveau de l'éclaircie de plantation. Oui. 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 Faut pas que, dans le fond, le target qu'on se met, il ne faut pas que, quand j'ai moins du tiers en cime verte là, par rapport à la hauteur de l'arbre, c'est pas. L'arbre va réagir, mais de façon moins importante.
Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va venir prendre une carotte dans l'arbre pour aller voir c'est quoi l'accroissement des 5-10 dernières années. Puis ce qu'on veut avec l'exercice, c'est justement d'avoir un effet d'accroissement dans les cernes annuelles. Fait que si je n'ai pas de cime en haut, bien, ça ne réagira pas au niveau de l'arbre. C'est ça. As-tu d'autres questions à ce niveau-là? Ça va? Bon, OK. Quatrième exemple que j'ai choisi, c'est un exemple de coupe progressive et coupe de jardinage qui s'est fait dans le service acéricole. Service acéricole, là, je vais juste partir de la vidéo tantôt parce que dans le service acéricole, je vous donne un exemple. Mettons, vous avez une érablière, vous n'avez pas du tout entre guillemets, de bois mou sur votre boisé, vous n'êtes pas producteur forestier. Mais sachez que vous pouvez avoir accès à un programme d'aide financière qui est le programme Agri-Conseil, qu'une autre personne va venir parler tantôt. Le programme Agri-Conseil, c'est que dans le fond, si vous êtes inscrit au MAPAC, vous avez un NIM qu'on appelle un numéro d'identification ministérielle, bien, vous pouvez nous appeler à l'association. On peut vous accompagner dans un projet pour aller faire l'aménagement de votre érablière. Donc, ça paie environ 75 % de nos coûts. Donc, ça ne vient pas cher là, pour faire venir un professionnel puis vous assurer d'aller chercher les bonnes tiges ou d'aménager de façon appropriée votre érablière. Fait que dans le cas présent, on n'était pas loin de Scott. Puis j'ai choisi aussi les opérations mécanisées parce que c'est sûr que plusieurs de nos clients qui ont une érablière, bien, l'inquiétude, c'est tu vas-tu me briser mon érablière si tu veux venir de l'équipement? Vous allez pouvoir voir, c'est sûr qu'il faut choisir le type d'équipement. C'est un des paramètres qui est important là, quand on vient aménager son érablière. Je vais avancer un petit peu la vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, ce n'est pas la grosse machinerie là, qui avait été choisie dans le cas présent là, pour faire l'intervention. L'objectif d'aller faire la coupe progressive ou la coupe de jardinage en érablière, c'est pour aller accélérer l'accroissement des tiges d'avenir, améliorer la qualité du peuplement, mais on ne vise pas nécessairement la production de bois, on va viser la production acéricole. Fait que l'approche va être différente là, de ce qu'on peut faire d'un aménagement forestier traditionnel, je vous dirais. Pour ceux qui ont été présents hier, là, on a fait une conférence là-dessus, justement, sur les approches là, acéricoles qui peuvent être faites. Ce que ça va changer, finalement, c'est quand on va faire le marquage, le martelage des arbres, bien, on ne marquera pas nécessairement les mêmes arbres que si on serait dans une approche forestière, une approche de production de bois. Pourquoi ça change? C'est que, je vous donne un exemple. Là, mettons, j'ai une tige, puis là, je vois un défaut dans une face. Peut-être qu'elle va être déclassée pour de la production de bois, mais peut-être que pour de la production acéricole, le fait de le faire, de la conserver, bien, ça va être bon, parce que c'est juste un défaut d'apparence. La tige est vigoureuse, il n'y a pas de défaut en tant que tel. C'est pour ça que je vous dis que l'approche peut différer là, dans la production acéricole versus forestière. Même chose, là, votre conseiller forestier, ce qu'il peut faire dans les approches là, de coupe de jardinage ou de coupe progressive, il va vous accompagner dans la planification de travaux. Parce que c'est pas parce qu'on a une érablière qu'il faut nécessairement l'aménager à grandeur. Ce qu'on regarde, c'est bon, la régénération naturelle, il y en a dessus. C'est quoi la compétition qu'il y a sur le parterre? C'est quoi le type de sol que vous avez dans votre érablière? Est-ce que votre érablière est vigoureuse ou pas? Est-ce qu'il y a trop de tiges, là, finalement? Quand on regarde la cime, est-ce qu'elle est libre de croître ou pas? Pour tout ça dans le but d'optimiser la production acéricole, la production de sirop en bout de ligne. Fait que c'est toute une approche qui est justement différente. Il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte. Là. On vise tout le temps un nombre minimum de tiges de qualité à conserver sur le parterre. Puis le pourcentage de prélèvement en érablière va vraiment différer de ce qu'on peut voir, par exemple, dans un éclairci de plantation. Il y a différentes raisons qui sont en arrière de ça. Au niveau de l'érablière, il rentre en ligne de compte la CPTEQ, qui est la Commission de la protection du territoire agricole.
Si vous avez un bon conseiller comme nous, bien, on connaît toutes ces règles-là. Puis ce que ça dit, dans le fond, c'est qu'il ne faut pas prélever plus que 25 de prélèvement. Il y a une ou deux exceptions à ça, mais de façon générale, il ne faut pas prélever plus que 25 pour respecter cet élément-là. Puis aussi le fait qu'au niveau de la production acéricole, ce n'est pas nécessairement un pourcentage de prélèvement qui est visé, c'est vraiment d'accroître la production acéricole. Fait que c'est vraiment regarder dans cette optique-là. Puis ce qu'on vise dans une érablière idéale, je vous dirais, c'est d'avoir ce qu'on appelle des recrues. Des recrues, c'est-à-dire des petits arbres, des gaules, la régénération naturelle pour que l'érablière soit toujours en mouvance, en croissance, que s'il y a un érable qui meurt, bien, qu'il y en a un autre qui est prêt à prendre la place. C'est un peu ça l'idée là, dans une érablière en santé. Fait que, comme conseiller acéricole à ce moment-là, on est là pour le propriétaire pour vous accompagner, placer la tubulure au bon endroit, faire l'aménagement de l'érablière comme on peut le voir sur les images actuellement. Aller faire des tests de sol pour voir est-ce qu'il y a de la chaux à appliquer à un endroit X, Y, Z là, dans votre érablière. Je ne vous cacherai pas que dans la vidéo qu'on voit actuellement, c'est une question d'optimisation. Quand on est allé, l'entrepreneur était en bordure de l'érablière qu'on avait ciblé. Il était dans un peuplement en bordure. Fait que bon, des fois, il faut faire avec les contraintes de logistique qu'on a. Mais tout ça, je tenais quand même à vous expliquer l'approche qu'on avait là, à ce niveau-là. Puis, c'est ça, j'ai oublié des éléments. Non, je ne penserais pas. Y a-t-il des questions à ce sujet-là? Oui? Oui, absolument. Au niveau de l'érablière, le paramètre de faire attention aux racines là, est drôlement important. Il y a plusieurs propriétaires, clients qui nous appellent et disent « Ah, là, je vais faire venir ma machine, mettons, je ne sais pas moi, après les sucres, là, ben, c'est pas trop une bonne idée. Il faut faire en sorte que l'écoulement soit optimal, c'est-à-dire que les conditions du sol ne soient pas trop affectées. Fait que oui, l'hiver, c'est une bonne période parce que finalement, le sol il est gelé. Donc, les impacts vont être minimes là, au niveau des opérations mécanisées. Là. Oui? Non? Souvent, quand le client va nous appeler, il va nous appeler soit parce qu'il est en train d'aménager son érablière, donc à ce moment-là, il n'a pas encore entaillé, il n'a pas encore mis de tubulure. Puis c'est sûr que l'aménagement, on l'a fait en séquence avec le changement de tubulure qu'il y a à faire. Fait que si monsieur, madame a placé sa tubulure il y a 10 ans, il pense la changer, bien, on va vous dire, bien là, ça serait l'occasion de le faire. Fait que oui, effectivement, il faut que la tubulure soit à terre. Ouais. Est-ce que ça répond? Fait que c'est ça, ce que j'ai voulu faire dans la présentation, c'est vous montrer là, quelques exemples concrets qui peuvent se faire sur le terrain. Là, comme vous avez pu voir, il est possible de faire des opérations mécanisées qui font du sens, mais je vous dirais l'important, c'est d'être bien accompagné dans vos projets pour que ce soit fait de la bonne façon puis que votre lot, votre érablière soit aménagé de la bonne manière. Fait que c'est ce que j'ai voulu faire, vous présenter au niveau d'aujourd'hui. Oui? Oui. Oui. Oui, absolument. Bien, ça rejoint un peu la question de monsieur tantôt. Au niveau des changements climatiques, là, on essaie de se tenir le plus au fil possible là, des événements de l'actualité. L'aménagement feuillu en fait partie. L'aménagement feuillu en fait partie pour justement dire, bien, là, ce que j'ai pu suivre comme résultat de recherche, c'est que les résineux, oui, il va y en avoir dans le futur, mais peut-être pas autant comme ce qu'on peut voir actuellement. Fait qu'on oriente notre aménagement pour rentrer plus de feuillus que ce qu'on faisait dans le passé. Au niveau des érablières, même chose.
Les érablières, oui, les érables à sucre, je pense que ça va tenir, mais ça dépend tout le temps du type de drainage, du type de sol que tu as. L'adaptation qu'on fait, mais c'est pour... dans le fond, l'objectif pour en tenir compte des changements climatiques, l'idée, c'est d'avoir le plus de diversité possible dans ton érablière ou dans ton boisé. C'est l'idée qu'il faut retenir si on veut tenir en compte des changements climatiques. Fait que un érablière, par exemple, qui est pur, qui n'a aucune autre essence dedans, mettons, tu n'as pas d'érable rouge, t'as pas de, tu laisses aucun résineux dedans, c'est juste pur, ben tu ne te laisses pas de chance finalement s'il y a un insecte, s'il y a une sécheresse, s'il y a quelque chose qui se passe dans l'érablière, tu ne te laisses pas de chance. Fait que l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on veut tenir compte des changements climatiques comme conseiller, mais aussi comme propriétaire conscient de ce qui se passe alentour, c'est qu'il faut diversifier ce que vous avez dans votre forêt, dans votre boisé, dans votre érablière. Oui? Oui. Oui, oui. Oui, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va conseiller le propriétaire pour l'aménagement non commercial qu'on appelle pour mettre les peuplements que vous avez peut-être aptes à un futur. Fait que c'est la première chose qu'on va regarder. Puis si vous avez un potentiel, par exemple, au niveau des produits forestiers non ligneux, on peut vous conseiller à savoir, vous pouvez appeler telle personne, vous pouvez faire affaire avec telle autre personne. Il y a le côté aussi récréo qu'on peut vous conseiller. Puis on est en train de regarder aussi un nouveau projet, là, je ne m'avancerai pas trop là-dessus parce que le projet n'est pas avancé, mais il y a le projet carbone, où les propriétaires qui vont vouloir participer à des projets carbone pour avoir, en fin de compte, de l'argent de tout ça, c'est quelque chose, c'est un projet qu'on est en train de regarder actuellement. Ouais.